Non, mais tous sont manipulés. Sommes-nous des petits-enfants pour qu'on nous pousse à adhérer? Non, vous êtes des adultes aux esprits d'enfants. Non, mais vous êtes des adultes aux esprits d'enfants. Et Mukola Zoba pas Rosa. Pour vous, il n'y a pas de mal à voir Kabila. Non, moi je ne peux pas faire un procès. Je ne peux pas faire un procès d'intention. Je dois d'abord savoir, il est là-bas pourquoi. Et en ce moment-là, on va en débattre. Être à Goma, pour moi, ce n'est pas un problème. Mais si vous allez pour comploter contre la République, là, ça devient un problème. Pourquoi on va le juger le fait de l'avoir vu à Goma? Non, il est allé faire quoi? Parce que s'il est mandaté par les facilitateurs ou tout ça, ça peut aussi être une bonne chose pour ceux qui prennent pour le dialogue. S'il est mandaté, c'est-à-dire qu'à ce jour, Joseph Kabila serait incontournable. Dans la moi, je ne pense pas qu'il y ait dans ces pays des hommes providentiels, des hommes... non, je pense que chacun de nous peut jouer sa partition. Vous savez, moi, j'ai la facilité d'aller vers Fayulu. Peut-être vous n'en avez pas. Félix Séké a la facilité d'aller vers Kagame, c'est son frère. Il peut aller négocier, convaincre Kagame. Peut-être qu'une autre personne, vous, par exemple, vous êtes en mesure d'aller convaincre Kabila. C'est ça. Si vous voulez les dialogues, il faudrait que chacun arrive à convaincre celui qui lui prête oreille. Mais si vous dites non, il ne peut pas aller là-bas. Mais s'il ne peut pas aller, vous voulez dialoguer avec qui? Parce que vous voulez dialoguer. Vous voulez dialoguer maintenant avec qui? Avec ceux qui ne sont pas de votre obédience. Parce que Félix, c'est que s'il a besoin seulement d'avoir un dialogue, il peut aller dialoguer avec Mbata. Il a besoin de dialoguer avec ceux qui sont en conflit avec lui. Naturellement, ils doivent aussi avoir leur philosophie. Confort, classe, luxe, à la fois moderne et vintage. Un mix de sensations qui vous offre des expériences personnalisées, uniques et inoubliables. Désirez-vous entrer dans une autre galaxie? Alors bienvenue à Joua Palace. Nous vous proposons deux appartements spacieux offrant un salon convivial, une cuisine moderne et 3 chambres élégantes pour un quotidien serein, 2 salles de bain raffinées pour votre confort et votre bien-être. Pour vos linges, notre buanderie professionnelle est mise à votre disposition. Une sécurité 24 heures sur 24 sous une lumière permanente grâce à notre générateur de grande capacité, loin de coupures intempestives d'électricité. Joua Palace vous offre également la connexion Internet haut débit, un système de mobilité intégré grâce à notre charroi automobile de première classe. Où croyez-vous être? Vous êtes à Kinshasa et nous sommes Joua Palace, situé au numéro 7 avenue Kassai, quartier GB, commune de Ngadiema, à 3 minutes de boulevard du 30 juin, près de Mino-Congo. Voulez-vous faire l'expérience? Contactez-nous au +243 81 60 33 128. N'attendez plus, faites de Joua Palace votre nouveau chez vous. Le parc de la vallée de l'Antélé vous invite à venir partager des moments inoubliables en famille ou entre amis dans un cadre naturel de verdure unique à Kinshasa. Notre safari vous permettra de vous sentir en vacances et de découvrir nos lions, crocodiles, antilopes, buffles, éléphants, hippopotames et bien d'autres animaux dans le milieu sauvage et naturel. Nos cuisiniers seront heureux de vous servir une variété de plats savoureux dans notre restaurant au bord de la rivière Ntsélé. Le parc de la vallée de l'Antélé possède une panoplie d'activités sportives et ludiques au Cap Aventure et Loisirs pour votre détente. Kayak, pédalo, tyrolienne, cyclotourisme, piscine et vol du faucon, la plus longue zipline d'Afrique. Le parc de la vallée de l'Antélé met également à votre disposition de logements de haut standing avec un confort 5 étoiles. Le parc de la vallée de l'Antélé est ouvert du mercredi au dimanche de 7h30 à 17h. Pour tout renseignement, contactez-nous au +243 89 60 32 713 ou encore au 243 81 231 68 82.
Alors que les appels au dialogue se multiplient sur le continent, tantôt nous sommes à Luanda, tantôt au Togo, une question s'impose avec force: comment rester lucide face à la saturation diplomatique? Nous décryptons donc au cours de ces numéros, des lignes rouges, les véritables avancées derrière les effets d'annonce. Et puis, nous parlerons ou nous ferons le point sur le dossier brillant. Où en sommes-nous avec l'accord de Washington entre promesses initiales et réalité du terrain? Quel est le bilan? Est-ce le bilan est à la hauteur des attentes des uns des autres? Et aussi, nous allons ramasser différents sujets d'actualité ayant défrayé la chronique hier et aujourd'hui. Vous faites bien de nous choisir et vous arrivez au bon moment. Vous êtes sur Politiquement, la force du détail. Nous vous avons dit au début de l'année, donnez-nous un maximum de soutien de force pour atteindre les objectifs que nous sommes assignés pour l'année 2026, c'est-à-dire atteindre le cap de 100 000 abonnés et aussi le 1000 vues sur notre chaîne YouTube où vous retrouvez des contenus de qualité. Nous sommes contents de vous retrouver pour parler recul démocratique du Congo au cœur du débat national. Pour décrypter tout ce sujet d'actualité, on a l'immense plaisir de retrouver l'immense aussi Alain Bolodjoa Ibola, président national du parti politique Le BAT, les Venus et Bâtissons. Soyez les bienvenus. Merci en tout cas pour l'opportunité. Levez le meilleur à tout le monde. On craignait pour vous une fin d'année timorée, difficile. Nous revoici. Nous vous revoici en chair et en os. Nous sommes contents. Merci en tout cas. Nous sommes là. En tout cas, la peur qui nous a gagné pendant un certain moment, on s'est dit finalement, Alain Bolodjoa, ce qu'on craignait ne lui est pas arrivé. Dieu fait grâce. Allez, et comment débute déjà l'année 2006 pour vous? En tout cas, ça va. Ça va. Nous avons pu... en fait, nous avons eu la grâce d'être parmi les vivants et parmi les hommes libres selon la loi. Nous sommes là, nous nous battons et nous espérons que 2026 sera l'année de la rupture, l'année de la révolution. Nous l'espérons en tout cas. Homme libre selon la loi, c'est-à-dire? C'est-à-dire que nous ne sommes pas arrêtés selon la loi. On peut être en prison et rester homme libre. Nous sommes là. Nous n'avons violé aucune loi. Nous espérons faire la même chose cette année, ou sinon faire mieux. Entre balais diplomatique et réalité du terrain, est-ce les signaux pour 2026 sont-ils rassurants pour vous? Rassurants pour nous, oui. Rassurant pour le pays, ça dépendra du comportement de tout un chacun. Rassurant pour Félix Séké, je ne pense pas. Pourquoi? Justement parce qu'il a commis beaucoup de bourdes, il a commis beaucoup d'erreurs. Et je crois que c'est maintenant là qu'il va commencer à palper ses factures. Parce que le fait seulement d'avoir commis beaucoup d'erreurs et qui se sont accumulées dans le temps, maintenant là, les gens vont commencer à palper les conséquences de ce qu'il a fait. Que ce soit sur le plan de gestion au quotidien, que ce soit par rapport au comportement de ses proches, que ce soit par rapport au comportement des autres acteurs politiques internationaux. En tout cas, je suis sûr et certain que l'année 2026 va mettre à nu la vraie nature de Félix Séké. Mais on le voit au devant de la scène et pour réactiver la machine qui s'était fait agripper pendant un moment. Est-ce une façon de reconnaître l'urgence qu'il y a au pays? Bon, c'est l'une des preuves en fait. Ce sont de conséquences de ces politiques contradictoires. Et je crois que, comme je l'ai déjà dit, je crois que ce n'est que le début du commencement. Parce que j'ai vu certaines personnes jubiler, d'autres être contents de ce qui s'est fait. Mais moi, je pense plutôt que c'est une preuve, c'est la preuve que Félix Séké n'a pas été sérieux pendant toutes ces années. Pourquoi est-il parti en Angola? Parce que les gens pensent qu'il serait invité par
le président angolais. Mais la grande question que l'on doit... C'est le débat actuel. Beaucoup estiment que c'est à l'initiative du président angolais. Oui, c'est ce qu'on veut nous faire croire. À qui certains opposants ont rendu visite et lui ont demandé d'enclencher le processus. C'est ce qu'on veut entendre de nous faire croire. Mais ce qui est vrai, il a fait le voyage de l'Angola, je crois, 3 fois. 3 fois? Oui. C'est-à-dire... En l'espace d'une semaine. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a un élément qui s'est ajouté par rapport au processus que lui qualifiait de paix. Et n'oublions pas, c'est juste un rappel, il y avait un processus qui était enclenché au niveau de l'Angola. C'était l'Angola qui était le médiateur désigné, fort malheureusement. Il n'a pas été respecté par M. Félix Tshisekedi. Parce que lorsqu'on invitait M. Félix Tshisekedi et M. Kagame à répondre à l'invitation, en tout cas, la première fois, c'était Félix Tshisekedi qui avait refusé, et la deuxième fois, c'était M. Kagame. Tout le monde était surpris de le voir à Doha. Contre toute attente. Ça frustrait le président angolais, c'est quoi de plus naturel? Parce que quand vous entamez quelque chose et que vous vous rendez compte par la suite que le parti prenante n'ont pas respecté l'invitation et surtout respecté votre personne, naturellement, il était frustré. Et dans sa frustration, il a manifesté en désignant un autre médiateur. Cette fois-là, c'était le président du Togo. Donc, M. Félix Tshisekedi a compris qu'aller à Doha était une erreur. À quel moment il s'en est rendu compte? Non, il a compris. C'est ce que nous voyons en fait. Il a compris qu'aller à Doha, c'était une erreur parce que Doha était partie prenante à la crise. Mais avant d'aller à Doha, avant la désignation de l'Angola, nous avons constaté qu'effectivement, il y avait un problème d'approche par rapport à la gouvernance que veut nous imposer M. Félix Tshisekedi. Dans cette guerre, il y avait effectivement des alliés potentiels tels que l'Angola. Sur le plan opérationnel, on pouvait utiliser l'Angola comme potentiel allié sur le plan opérationnel, c'est-à-dire dans l'approche militaire de la crise. Fort malheureusement, lorsqu'on a sollicité la médiation, le Rwanda a soutenu l'idée que l'Angola soit effectivement le médiateur. Et vous savez pourquoi le Rwanda a-t-il soutenu? Parce que le médiateur ne pouvait plus être dans les opérations militaires. Donc, on ne pouvait pas compter sur l'Angola, d'autant plus que l'Angola était cette fois-là désigné comme facilitateur. Et donc, naturellement, il était frappé d'une certaine neutralité. Nous avons perdu un allié de taille. Parce que n'oubliez pas que militairement, notre armée n'était pas au point. Il fallait compter sur ceux qui ont et le personnel de qualité, mais aussi les équipements. Donc, nous avons perdu un allié de taille. Sur le plan opérationnel, on ne peut pas agir. Lorsque les choses ont évolué, M. Félix Tshisekedi a jeté de l'opprobre sur l'Angola, en comptant sur les États-Unis et le Qatar. Et je l'ai dit ici, le Qatar est partie prenante à la crise, d'autant plus que le Qatar est l'un des plus grands financiers du Rwanda. Et le Qatar profite de la production illicite de nos matières. Donc, le Qatar a été mal choisi. On perd un allié. Et à quel moment l'option du Qatar s'est décidée? Le Qatar s'est décidé lorsque M. Félix Tshisekedi a refusé de rencontrer Kagame en Angola. Il a été convoqué au Qatar. À l'issue de la rencontre ou des assises, parce qu'il y a eu effectivement une réunion technique, c'est à l'issue de cette réunion qu'il a fait la déclaration d'accepter le dialogue. Alors qu'il avait déjà tourné cette fois-là le dos à l'Angola. Il a fait cette déclaration et on a vu comment sa machine a été enclenchée pour dire voilà, les dialogues, il accepte le dialogue. Et cette fois-là, il y a eu une rencontre entre lui et M. Kagame. Mais lui ne comprenait pas que derrière Kagame, il y a les Qatar. C'est nous, par contre, qui lui avons dit
Attention, messieurs, vous ne comprenez pas les enjeux. Au regard de tel élément, le Qatar ne pouvait que prendre position pour ce que vous appelez paix, parce que justement, de 2018 à 2022, le Qatar a eu à injecter plus de 3 milliards 900 millions de dollars américains au Rwanda. Si vous qui avez fait la déclaration de faire la guerre, c'est-à-dire que vous allez vous attaquer directement ou indirectement aux intérêts du Qatar, et donc naturellement, ils ne vont pas. Dans les investissements du Qatar au Rwanda, font donc du pays de 1000 collines l'un de protégés. Non, mais bien évidemment, c'était ça en fait le leitmotiv. Et M. Félix Tshisekedi n'avait pas compris. Alors, la grande question que nous devons tous nous poser, qu'est-ce qui l'a poussé à aller vers l'Angola? Parce que c'est lui qui est allé vers l'Angola. Quelques semaines après l'entérinement de l'accord de Washington. Oui, mais qu'est-ce qui l'a poussé à aller vers l'Angola? Et qu'est-ce qui a été dit avant d'aller en Angola? Parce qu'apparemment, au regard des données à notre possession, M. Félix Tshisekedi avait l'intention d'intensifier la guerre. Or, pour intensifier la guerre, il faudrait effectivement avoir des alliés. Certainement qu'il est allé vers l'Angola pour avoir son appui militaire. N'oubliez pas que l'Angola avait envoyé ses experts ici pendant une longue période pour analyser la faisabilité d'une coopération militaire entre les deux États. Ils ont fait l'inventaire de ce qu'il y a chez nous. Ils se sont rendus compte que notre armée n'existait que des façades parce que l'essentiel des équipements n'était pas au point et puis le personnel n'était pas adapté aux opérations telles qu'ils le voulaient. Voilà pourquoi ils ont eu à développer l'idée des négociations. Donc aujourd'hui, nous revenons pratiquement à la case de départ avec la même réalité, sauf cette fois-là, l'Angola ne peut pas agir. Parce que si l'Angola agissait aujourd'hui, au regard de sa position, ça va avoir plus des effets sur les relations internationales. Parce que n'oubliez pas que le Rwanda a une responsabilité africaine. Donc le Rwanda ne peut pas s'engager, l'Angola, pardon, ne peut pas s'engager. Dans quel cadre alors la visite du chef de l'État congolais à Luanda intervient? Est-ce pour solliciter un soutien de l'Angola plutôt, ou voir dans quel cadre organiser un probable dialogue? Bon, d'après certains contacts de l'Angola, on nous a dit que l'idée d'abord au départ c'était d'envoyer le militaire angolais chez nous, ce qui n'est pas possible. Alors, on lui a dit, au regard de cette donnée, il n'y avait que probabilité de l'accompagner dans le cas de trouver des solutions consensuelles sur certaines crises et des solutions diplomatiques sur d'autres. Comme ça que on lui a certainement posé la question s'il était d'accord de rencontrer les autres parties prenantes à la crise. Ils ont certainement contacté M. Kabila. Il a y envoyé son émissaire. D'après Jeune Afrique, Kabila a été reçu. Oui, il a y envoyé son émissaire. Son émissaire est en train de travailler sur la faisabilité technique. Je crois le Vieti Banda, c'est lui qui était désigné. Il a eu à rencontrer, d'après ce qu'on nous dit, M. Moïse Katumbi ou son émissaire. Ils ont eu à travailler avec la SENCO. Ils vont travailler avec ECC et les autres pour dégager cette fois-là une feuille de route consensuelle en vue d'aplanir des divergences sur le plan national. Le violon semble s'accorder. Non. Cette fois-ci. Non. Et quelles sont alors les chances que vous donnez pour la tenue de ce dialogue? Non, c'est fort probable d'avoir ce dialogue. Mais ce n'est pas certain, comme d'aucuns le disent, parce que le point de divergence sont nombreux. Voyez-vous, on va certainement essayer d'élaguer ici et là ce qui bloque, mais ce qui est vrai, le plus grand blocage, c'est la personne. Et quels sont les points névralgiques qui n'empêchent pas la tenue de ce dialogue? Déjà, quand M. Félix Tshisekedi s'est permis de demander à ses services ou à son porte-parole ou au porte-parole de son pouvoir de passer pour dire s'il y aura éventualité d'organiser le dialogue, cela va se faire à Kinshasa. C'est déjà un point de blocage. C'est déjà un point de blocage parce que l'essentiel des acteurs sont en dehors du pays justement parce qu'ils craignent de leur vie.
Ils ne vont pas accepter de venir dans un environnement aussi pollué, malsain, où nous qui vivons ici, je ne dirais même pas que nous sommes en train de vivoter. Est-ce que cette prise de position engage les chefs de l'État? Non, mais bien évidemment, parce qu'il est porte-parole. Si on reproche à Mouzid d'avoir parlé sans autorisation, puis alors de celui qui a dit qu'on pourrait avoir les dialogues à Kinshasa. Vous voulez demander à ceux qui ont pris les armes ou à ceux qui ont fui pour protéger leur vie de venir à Kinshasa sans garantie. Il va se poser un problème de garantie sécuritaire. Déjà, il y a un problème de garantie sécuritaire. Personne n'acceptera de venir dialoguer avec Félix Tshisekedi à Kinshasa. Et deux, ce n'est pas à Félix Tshisekedi de décider sur ce qu'on va dire, comment et où. Parce que les gens le considèrent comme problème, c'est-à-dire que tout ce qui va se faire doit se faire de manière consensuelle. Il avait dit, il y a quelques mois, il y a dialogue s'il y en aura à ces conditions. Non, mais est-ce qu'on n'y est pas? Non, mais voilà, qui va accepter? Quel est ce naïf politicien qui va accepter de dialoguer dans les conditions voulues par M. Félix Tshisekedi, qui est changeant, qui vacille? Personne ne va l'accepter. Apparemment, tout le monde semble être d'accord, sauf quelques précisions près. C'est d'ailleurs la demande de l'AFC 23. L'opposition républicaine est favorable à ces dialogues sous le format de l'Angola. L'opposition radicale ne se dit pas toujours prête. Mais le pourcentage qui se dégage fait foi qu'il y a des choses qui avancent, qu'elles n'ont pas été il y a quelques mois. Bon, si vous considérez ça comme des avancées, je tiens à vous dire, déjà l'Angola ne peut pas être médiateur. Parce qu'il y avait déjà un médiateur qui était désigné, c'est le président du Togo. Est-ce l'Angola médiateur ou l'Angola sera facilitateur. C'est-à-dire qu'ils sont encore dans un niveau embryonnaire. Ils sont en train de voir sur l'acceptation de la proposition de la feuille de route. Mais l'acceptation de la proposition de la feuille de route, effectivement, l'essentiel de Congolais ou de la classe politique et même de forces vives étaient déjà d'accord. Ils avaient déjà accepté l'idée d'aller dialoguer. Mais la grande difficulté, tous craignent sur la crédibilité de l'homme Tshisekedi. Voyez-vous? Parce que Félix Tshisekedi se bat d'abord contre lui-même. Voyez-vous? C'est-à-dire, à un certain moment, il est... En tout cas, le terme approprié, je l'ai dit, peut-être les gens vont être choqués, mais les termes appropriés, c'est les pantins. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas constant dans la pensée, dans sa manière de percevoir les choses, dans sa manière de dire certaines choses. Il vacille, il change de discours à chaque fois. Est-ce que ce n'est pas en raison de dynamique inhérente à la politique? Non, la politique n'aime pas ça. La politique n'aime pas ça. On peut effectivement changer de position, mais respecter sa parole. On peut changer de position, respecter sa parole. C'est ce que lui manque. C'est-à-dire qu'il n'a pas cette qualité-là. Et quand les dynamiques changent, vous voulez qu'il garde sa parole? Non, mais bien évidemment, parce que si vous dites que vous n'allez pas organiser les dialogues, vous voulez que les dialogues se fassent selon votre bon vouloir, alors que les autres vous disent autre chose, la moindre des choses, prenez la mesure de ce que vous dites, parce que vous n'allez pas continuer indéfiniment à être inflexible et en même temps attendre à ce que les autres vous fassent confiance. Vous prenez les engagements le matin et vous les changez le soir. C'est pas intéressant. Vous voyez, dans la classe politique, il y a des gens qui ont certes des faiblesses, qui ont des défauts, mais qui ont quand même l'avantage d'être considérés dans l'opinion. Voyez-vous? Vous prenez l'exemple de M. Kabila. C'est quelqu'un pour qui je n'ai pas assez de sympathie, je n'ai pas assez En fait, mais du moins, je sais que c'est quelqu'un qui respecte sa parole. Quand il prend un engagement avec un partenaire, il s'efforce quand même à les respecter. Vous prenez Moïse Katumbi, il peut avoir ses faiblesses, mais il a quand même la culture de respecter ses partenaires. Fayulu, certainement aussi. Mais pour Félix Tshisekedi, personne ne peut prendre le risque de faire confiance à un tel monsieur. Parce que dans l'opinion, on sait que c'est quelqu'un qui change de position, qui change de discours, qui ne respecte pas ses partenaires. Et donc, naturellement, c'est lui l'obstacle. Ce sera le plus grand blocage. Non, il est déjà blocage. Parce que personne ne lui fait confiance. Mais on dit que dans les 2026, ça doit être l'année des dépassements de soi pour tout le monde. Ah, mais bien évidemment, voilà pourquoi j'ai dit ça doit être l'année des dépassements de soi. Et l'idéal serait qu'il parte. S'il a le courage de faire quelque chose de bon, certainement ça doit être le courage de démissionner. Voyez-vous? Parce que je ne vois pas
Monsieur Félix Tshisekedi changer maintenant, là. C'est impossible parce qu'on ne chasse pas les naturels. En 2026, vous gardez votre vocable d'émission du président Félix Tshisekedi. Non, mais c'est un souhait. C'est une prière. Vous ne pouvez pas m'interdire de continuer à prier dès lors que les choses ne changent pas. Donc, vous comprenez déjà, il y a un problème, le problème d'harmonisation de feuilles de route. Parce que chaque composante a son cahier des charges. Mais dans ces cahiers des charges, il faudrait maintenant essayer de voir le point de divergence et le point de convergence pour arriver à dégager des solutions consensuelles. D'abord, par rapport au lieu et au calendrier, par rapport aux participants, par rapport aux thématiques, par rapport, par rapport au cadre logique pour la mise en œuvre. La mise en œuvre, pour la mise en œuvre. Alors, si on désigne les individus, il y a les préalables. Parce que si vous voulez dialoguer aujourd'hui avec un monsieur comme Kabila, comme Matata, donc il faudrait impérativement qu'il y ait une loi d'amnistie. Parce qu'ils ont été mal jugés, mal condamnés. Ils ne pourront pas venir à un dialogue où Félix Tshisekedi est là. Parce que déjà, ça serait aux antipodes de la philosophie de la Constitution. Mais depuis quelques jours, le rumeur font du chemin. Kabila pourrait être acquitté. On va vers l'acquittement de Joseph Kabila au regard de dynamique telle qu'en cours. Oui, l'acquittement de Kabila, de Matata. Vous y croyez? Non, c'est possible, nous sommes en politique. On a blanchi totalement Kaboun. Parce que quand, par exemple, Mouzito dit Kabila n'est pas l'ennemi de la RDC, par syllogisme simple, un ennemi, si Kabila n'est pas l'ennemi, donc il n'est pas rebelle. S'il n'est pas rebelle, pourquoi alors Kabila a-t-il été condamné? Non, mais attention. Quelle est votre interprétation? On ne doit pas dénaturer ce que Mouzito a dit. Mouzito a dit que Kabila n'était pas l'ennemi de la population. D'ailleurs, c'est ce qu'il pense. Mais il dit de la RDC. Oui, du pays. C'est ce qu'il pense, mais ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Voyez-vous? C'est ce qu'il pense. Parce qu'au regard de sa fonction, je ne pense pas qu'il pouvait prendre le risque de dire ça compte tenu du comportement ou de l'environnement dans lequel il vit. Il a dit, mais aucune foudre n'est tombée sur lui. Si. On lui a interdit de passer à la télé sans autorisation de la présidence de la République. Ça a créé de boucans. Les gens même ont tenté de demander à ce qu'on le chasse du gouvernement. Mais ce qui est vrai, moi personnellement, je sais que Kabila n'a pas été bien jugé, bien condamné. Et donc, naturellement, je ne peux pas changer d'avis aujourd'hui parce qu'il y a une volonté à la quitter. Vous allez la quitter pour avoir fait quoi? Il fallait plutôt déclarer le non-lieu. Parce que déjà, Kabila n'est pas sénateur. Je l'ai démontré. Même ceux qui pensaient maîtriser les règlements intérieurs, ils ont compris par la suite. Kabila n'est pas sénateur. Donc, il est sénateur à vie. Parce que dans l'ordre des règlements intérieurs, on fait le distinguo entre un sénateur à vie et un sénateur tout court. Un sénateur à vie n'est pas élu. Un sénateur à vie n'est pas obligé de participer aux activités. Un sénateur à vie n'est pas régenté par les règlements, mais plutôt par la loi portant statut des anciens présidents et chefs de corps. Voyez-vous? Donc, il n'est pas sénateur. On n'avait pas besoin de lever ses immunités. Parce que ces immunités, contrairement aux immunités des autres sénateurs, les immunités des autres sénateurs est liée à la fonction. Alors que les immunités de Kabila est liée au statut. Ce n'est pas la même chose. Donc, moi, personnellement, je sais qu'une bonne justice ne peut pas juger Kabila de la sorte. Et pour des faits, ils ne sont pas avérés. Donc il n'y aura pas d'entorse si jamais, par exemple, la haute cour militaire revenait sur son arrêt, condamnant Joseph Kabila. Non, mais la haute cour militaire a déjà fait preuve d'une sorte de militantisme. Si on lui demande aujourd'hui par Félix Tshisekedi de prendre une décision contraire, c'est possible. Nous avons vu des arrêts être annulés dans ces pays. Les arrêts de la Cour constitutionnelle. Être attaqués et annulés. Est-ce que si jamais l'arrêt condamnant Joseph Kabila à la peine de mort venait à être annulé, ça suffirait à recréer le climat de confiance entre le parti? Le fait seulement qu'il y a plusieurs intervenants qui ont été maladroitement condamnés, la meilleure des choses reste la loi d'amnistie.
La loi d'amnistie pour tout le monde. Non, mais effectivement, la loi d'amnistie, là, on annule et il n'y aura plus éventualité de le poursuivre pour ces faits-là. Et en ces moments-là, c'est là que moi, j'interviens. Parce qu'on ne va pas amnistier Nanga, on ne va pas amnistier Bertrand Bisimwa, Bernard Maèche, tous ceux qui ont pris des armes et qui ont tué. C'est-à-dire, on va accorder un chèque en blanc aux politiciens qui ont pris des armes, mais on va sembler négliger les victimes, parce que c'est ça, en fait, l'erreur que nous avons commise pendant le dialogue intercongolais. On a amnistié la classe politique, on a mis en place une commission de vérité et réconciliation. Cette commission n'a pas eu de moyens, il n'y a pas eu de dialogue social entre le politique et la population. Au finish, le politique se sont retrouvés, mais la population, jusqu'à aujourd'hui, ne se sont pas retrouvés. Et là, nous parlons d'une situation de 2003. On ne va pas indéfiniment continuer à dorloter la classe politique, à lui accorder le droit de tuer comme si nous étions dans le Far West. On doit commencer à sanctionner, que chacun soit comptable de ce qu'il a fait. C'est pourquoi j'intitule dialogue, oui, mais comment rester lucide? C'est la pratique depuis un certain moment. Et on a semblé normaliser cet état de choses. Aujourd'hui, comment, par exemple, s'en distancer et réfléchir à une nouvelle république que nous voulons bâtir, tout en se débarrassant de tous ceux qui ont pris les armes et tué les compatriotes. On ne va pas rebâtir une nouvelle république. La république est là. Essayons plutôt de changer notre manière de faire les choses. Parce que la république est là. Nous avons des normes. Nous qui défendons la Constitution, nous savons que si on applique la Constitution aujourd'hui, on va solutionner l'essentiel des problèmes qui nous assaillent. Pourquoi ne pas arrêter ceux qui doivent être arrêtés? On y arrive. Non, il faudrait on parle des thématiques à développer. Non, mais effectivement, on parle des causes l'une des thématiques et des causes immédiates. Quelles seraient, par exemple, ne parlez pas seulement de causes immédiates, de causes, tout ça. Parlez aussi de conséquences après le fameux dialogue. Ouais, c'est important. Alors, parce que quand vous amnistiez tous ces gens-là, tous ces criminels, ces assassins, sachez-le très bien, ça devient du fertilisant. Parce que tous les jeunes qui seront associés dans le groupe armé seront après l'avoir tué, à la fin, il y aura une loi d'amnistie et pour justement dédouaner tout le monde de sa responsabilité. Mais quid alors des victimes? À la cause profonde, est-ce que pourrions-nous nous parler de 3 causes profondes? C'est qu'on ne dit pas tout. Et les causes immédiates à la base de la débâcle que nous avons vécue en début d'année 2025. Bon, moi, je pense que j'en ai déjà parlé, je crois que c'était en 2020, lorsque nous parlions de la refondation de l'autorité, la refondation de l'État avec le Congrès fondateur, lorsqu'on développait la thèse qu'on devait effectivement concevoir les choses autrement. Nous avons dit qu'il y avait à cette époque 4 grandes crises. La plus grande crise, c'est une crise qui touche la population et les institutions. C'est-à-dire quoi? La population a manifesté sa volonté à créer un cadre logique pour la fonctionnalité de l'État. On a pondu une constitution et dans cette constitution, on donne les lignes directrice de la fonctionnalité de l'État. Qu'est-ce que nous constatons? Ce qui est dit dans la Constitution, ce n'est pas ce qu'il y a. La population n'est pas en osmose avec les institutions. Aujourd'hui, les institutions deviennent illégitimes. Les institutions. Par quel fait? Le fait que la population ne se retrouve pas dans les institutions. C'est l'une des plus grandes... C'est la plus grande crise. Les institutions telles qu'elles fonctionnent ne répondent pas aux exigences de la Constitution. Or, la Constitution, c'est la volonté cristallisée de la population. Ça, c'est la première des choses. Il y a une dichotomie entre le vouloir de la population dans la Constitution et ce qui s'est fait. La deuxième grande crise,
c'est la crise de la légitimité des animateurs des institutions. On parle de la crise ou des causes. Je préfère qu'on parle non, mais le cause, là, causes. Non, voilà pourquoi j'ai dit le manque de légitimité Créer une crise. des institutions. Parce que les institutions, déjà, sont contestées par la population qui devait, en réalité, être, je dirais, la détentrice qui devait être à l'origine de la création de ces institutions. Nous avons créé des institutions. C'est le peuple qui a créé les institutions. Est-ce que ceci pourrait être à la base de la mauvaise gouvernance, par exemple? Il pourrait être considéré comme l'une des causes profondes. Cet élément-là est dû par la deuxième raison que je voulais avancer là. C'est-à-dire qu'il y a aussi une crise de légitimité des animateurs des institutions. Ceux qui sont là n'ont pas été choisis conformément au dispositif de la Constitution. C'est-à-dire, on conteste la légitimité des institutions, on conteste la légitimité des animateurs des institutions. C'est-à-dire, nous revenons à la case de départ. Parce que si vous regardez très bien l'exposé des motifs de notre Constitution, mais aussi le préambule de notre Constitution, les crises qui justifiaient les raisons qui justifiaient des innombrables crises que nous avons eues engrangées pendant toutes ces années, étaient ces deux éléments, la légitimité des institutions, mais aussi la légitimité des animateurs des institutions. Je peux vous démontrer aujourd'hui, toutes les institutions politiques sont dirigées par des gens illégitimes. Toutes. L'institution président, l'institution parlement. Vous allez au niveau de province, la même chose. Et quand intervient alors la mauvaise gouvernance? Non, mais c'est là. C'est-à-dire le fait seulement qu'il y a un problème de légitimité des institutions, eh bien, les animateurs créent des mécanismes de maintien du système. C'est là crée la troisième crise. Dans cette troisième crise, il y a quoi? Il y a les dysfonctionnements systémiques. C'est-à-dire, les animateurs illégitimes posent des actes, pas pour solutionner le problème, mais pour maintenir le système. Donc, si, par exemple, on résolve la deuxième cause, on aura déjà reçu... on va résoudre déjà 60%, parce que si nous avons des animateurs, des institutions légitimes, ils vont travailler pour l'intérêt de la source du pouvoir, qui est le souverain primaire. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? L'essentiel du budget est consommé par les animateurs politiques. Il y a des dépassements budgétaires, il y a la corruption, il y a la caporalisation de la justice. Vous comprenez? Ce sont là les raisons. C'est-à-dire qu'on prend l'argent qui est destiné au projet, on donne aux amis et connaissances, on sait que ces amis et connaissances vont protéger le pouvoir. Ils sont prompts à prendre 10 000 $ donnés à un journaliste TikTok ou un animateur d'une émission TikTok, 10 000 $ pour parler du bien de la personne qui assume la fonction, au lieu de prendre les 10 000 $ et payer le personnel. Allez voir, les journalistes aujourd'hui profitent mieux que ceux qui travaillent. On préfère donner 10 000 $ à un journaliste, 100 000 $ pour parler de l'animateur de l'institution, au lieu de parler des actions en tant que telles. Ils mettent de la levure sur ce qu'il n'y a pas. Quelles en sont les causes immédiates en une minute avant qu'on puisse passer à autre chose rapidement? La confiance. Crise de confiance. Personne n'a confiance à personne. Tout le monde se méfie de tout le monde. Voilà pourquoi j'ai dit, si vous ne comprenons pas le cadre de crise, il nous sera difficile de faire une bonne analyse. Il y a une autre crise. Laquelle? La crise au niveau de l'organisation sociale. Pour protéger le pouvoir, on a créé la scisparité, on a créé la division du peuple, le tribalisme. Aujourd'hui, chacun veut travailler pour sa tribu, sa province. Ça crée une sorte de cassure au sein de la société. La population aujourd'hui est divisée. Mais ce débat prend de proportions inquiétantes. Moi qui ai, par exemple, grandi en province, jamais jour je n'ai connu ces débats. Pourquoi raviver ces débats maintenant? Non, mais voilà pourquoi j'ai dit c'est pour des fins politiques. Est-ce que vous ne cédez pas à la cause des ennemis de la République en revenant tout le temps, par exemple, sur le débat des tribalismes? Il existe un problème de tribalisme en RDC? Bien évidemment, tout le monde en souffre. Mais ce qui est grave,
on pense en parler et soutenir le tribalisme. Non. Pourquoi voulez-vous? C'est-à-dire, nous sommes dans une situation telle que il y a de la saleté dans la maison, mais on préfère prendre du sable, couvrir la saleté. C'est comme on a fait avec la saleté sur le boulevard Lumumba. On voit la ville est sale, on préfère mettre des bâches pour que le visiteur ne voie pas la réalité. Aujourd'hui, la population est divisée. Aujourd'hui, il y a un problème criant du tribalisme. C'est ce que nous devons condamner. Il y a des gens qui sont victimes, directement ou indirectement. Aujourd'hui, tout Moulouba est calqué comme s'il soutenait Kabila et Félix Sekedi. Ce qui est faux. Aujourd'hui, tout Katangé est considéré comme celui qui soutient Joseph Kabila. Comme M23. Ce qui n'est pas vrai. Aujourd'hui, les Swahiliphones sont considérés comme propices à l'avènement des AFC M23. Ce qui n'est pas vrai. Aujourd'hui, on considère que les Équatoriens, tout ça, ces problèmes-là doivent aussi être résolus. Si on n'en parle pas, on n'arrive pas à crever l'abcès, je vous dis, quelle que soit la formulation que vous allez mettre sur papier, ça ne va pas aboutir. Vous qui ne voulez pas du dialogue, ne voyez-vous pas avec tout ce que vous évoquez sur ce plateau, le dialogue étant l'un des moyens pour parvenir à la paix? Quel dialogue? Allons-y et parlons de causes qui assaillent la République démocratique. Quel dialogue? Pas le dialogue format Félix Sekedi. Merci beaucoup. C'est là que l'intelligence de l'opposition doit vraiment intervenir et faire le contre-pied, par exemple. Moi, je crois que si déjà on arrivait à extirper l'élément malicieux du système politique, ça va résoudre beaucoup. Je dirais même 60% du problème. Parce que le constituant a aussi a été créé dans ces cadres-là du dialogue. Nous sommes allés à Pretoria, on a réfléchi, on a dit voici les raisons qui justifient les retards de développement. On a parlé du tribalisme. On a donné beaucoup de solutions dans la Constitution. Pourquoi a-t-on fait du président de la République le symbole de l'unité nationale? Parce qu'il y avait la situation du tribalisme. On doit en parler. Merci. Il y a autant d'officiers qui sont arrêtés juste parce qu'ils sont swahiliphones. Les gens se plaignent, vous dites non, vous n'avez pas le droit d'en parler. Parce que si vous en parlez, c'est-à-dire que vous êtes dans le tribalisme. Non, il faut en parler. Parce que ce n'est pas normal, l'essentiel de hauts officiers militaires qui ont eu à travailler avec Kabila, le fait seulement qu'ils parlent swahili, ils doivent être crucifiés parce que, non, ces choses-là doivent être corrigées pour que nous ayons cette fois-là l'unité nationale. Ce sont des ingrédients importants pour parvenir à la paix. Maintenant, nous allons écouter le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, qui est revenu sur l'une de notes de communication au cours du Conseil de ministres de vendredi dernier. On l'écoute puis on revient pour continuer les débats sur ce plateau. Du regard sur les perspectives macroéconomiques de la République démocratique du Congo. Le président de la République a commencé par attirer l'attention du gouvernement sur l'état de notre conjoncture macroéconomique tel qu'il ressort des données officielles et du cadrage macroéconomique contenu dans la loi des finances pour l'exercice 2026 qu'il a promulguée. Cette situation appelle une vigilance accrue ainsi qu'une action gouvernementale rigoureusement coordonnée. Si une appréciation du franc congolais a été observée depuis septembre 2025, le cadrage macroéconomique officiel anticipe néanmoins à l'horizon fin 2026 un risque de dépréciation de la monnaie nationale. En effet, le président de la République a appelé au renforcement de la discipline des finances publiques. Il a réaffirmé que la rationalisation des dépenses publiques demeure un levier immédiat, crédible et indispensable pour préserver les équilibres macroéconomiques. Elle implique une allocation plus efficiente de ressources fondée sur l'élimination des dépenses non prioritaires ou insuffisamment justifiées. Le président de la République a insisté enfin sur la nécessité d'une communication institutionnelle cohérente et responsable en matière de politique macroéconomique afin de préserver la crédibilité de l'action publique. Dès lors, il a instruit la première ministre chef du gouvernement de lui transmettre dans les 15 jours un rapport précis et documenté sur l'état d'avancement effectif du processus de rationalisation des dépenses publiques, les mesures mises en œuvre
et les résultats attendus à court terme. Alain Bolodjoa, rassurant ou pas, sur base de quel indicateur macroéconomique en est-on arrivé à cette conclusion? Bon, la question est mal orientée. Il fallait plutôt poser la question à ceux qui ont pris cette décision. Et ce qui est vrai, c'est que nous en avons parlé, on avait lancé des alertes, les gens n'ont pas voulu nous croire. Là maintenant, c'est le gouvernement qui alerte. Fort malheureusement, c'est le rôle qui joue mieux en fait. Ce sont des lanceurs d'alerte, mais qui prennent des décisions très souvent contradictoires. Je voudrais d'abord nous dire que l'objectif ultime de l'État ou de l'économie n'est pas seulement de chercher la stabilité du cadre macroéconomique. Parce que la stabilité du cadre macroéconomique dont on parle, ce sont de politiques conjoncturelles. C'est justement pour chercher la stabilisation. Mais au-delà de ça, il y a ce qu'on appelle le politique de relance. C'est-à-dire, on stabilise de la même manière que le médecin le font. Lorsqu'il y a un malade qui arrive chez vous, il faudrait d'abord stabiliser la température, la tension, et ainsi de suite. Ce n'est pas un traitement en soi. Ce sont des politiques qu'on appelle le politique comprimé aspirine. C'est à ça que recourt le gouvernement congolais. Non, mais c'est à ça. Ce sont des instruments conjoncturels. Mais dans ces instruments conjoncturels, il y a 4 dimensions. On a l'inflation, justement pour stabiliser le prix sur le marché, mais aussi donner la possibilité à la monnaie de préserver ce qu'on appelle le pouvoir libératoire. Donner à la population la possibilité d'anticiper sur le comportement du marché. Nous avons la balance des paiements. Dans la balance des paiements, on compare les exportations aux importations. Là, ça nous renvoie à l'économie réelle, c'est-à-dire les biens et services. Nous achetons et nous vendons. Nous achetons à l'extérieur pour vendre à l'intérieur et nous vendons ce que nous produisons à l'intérieur. Si déjà les exportations apparaissent de moins en moins importantes que les importations, il y a une forte dépendance de produits d'importation et donc naturellement, il y aura nécessité à chaque fois d'avoir plus de devises étrangères. Nous avons une 4e dimension, c'est là où maintenant on parle de la croissance économique. C'est-à-dire, il faudrait produire. D'abord, comment est-elle évaluée? Sur base de la seule production? La croissance économique est évaluée sur base de la production intérieure. C'est-à-dire, on voit ce que le Congolais et les expatriés ont produit dans notre pays. Et l'indicateur par excellence, jusqu'à preuve du contraire, reste le PIB, le produit intérieur brut. Et maintenant, pour voir l'évolution de l'économie, on utilise ce qu'on appelle le taux de croissance économique. Le taux de croissance économique, c'est justement l'écart qu'il y a entre... c'est justement le ratio que l'on calcule par rapport à un PIB de l'année en cours, on compare au PIB d'une année de référence. C'est-à-dire, là, on calcule les ratios pour voir si effectivement il y a évolution ou pas. Le taux de croissance peut nous renseigner qu'il y a eu augmentation de la production, mais ça ne va pas nous donner avec précision dans quel secteur. Parce qu'il faudrait maintenant entrer dans le PIB pour voir quel est le secteur qui est porteur de la croissance. Nous avons aussi un indicateur que d'aucuns semblent négliger. Le taux de chômage. L'emploi, ça fait partie aussi du cadre macroéconomique. Apparemment, les gens n'en parlent pas. Parce que en cherchant à résoudre la question de l'inflation, on peut créer une condition de récession ou sinon on peut déstabiliser la demande globale. Cela aura inéluctablement des effets sur l'employabilité. Et comment alors le gouvernement compte s'employer pour répondre à ces défis? Est-ce qu'on recourt toujours à la même formule magique de Wameso? On prend 50 millions et on n'est pas la formule de Wameso. Pour stabiliser le dollar. Ce n'est pas la formule de Wameso, c'est un instrument de politique monétaire, politique d'échange. Ça existe sous d'autres cieux. Même ici, tous les gouvernements, depuis le temps ancien. À quel moment ceci devient un danger et pourquoi les gens
critique cette méthode. Non, on n'a pas critiqué la méthode, on a critiqué l'absence des mesures d'encadrement. Apparemment, les gens ne nous avaient pas compris. Qui se constate. Non, mais qui se constatent. Voilà pourquoi ils disent aujourd'hui qu'ils vont prendre ces mesures d'encadrement. C'est ce qu'on appelle le mesure d'adjudication. C'est-à-dire, pendant la période d'embellie, pendant que l'économie est florissante, il y a les surplus en devises. La Banque centrale récupère ces surplus en devises. On constitue ce qu'on appelle le matériel de devises ou les réserves d'échange. Dans ces réserves d'échange, il n'y a pas que l'argent de la Banque centrale. Au regard des réformes que nous avons eu à initier, il y a ce qu'on appelle les réserves obligatoires. On oblige aux entreprises de faire des dépôts en réserve au niveau de la Banque centrale. Cet argent n'appartient pas à l'État. Cet argent appartient aux entreprises. Mais ça constitue les réserves d'échange. Lorsque le gouvernement, lorsque la Banque centrale et le gouvernement constatent effectivement il y a un problème en termes de besoin en devises, parce que quand la demande augmente et que l'offre en devises baisse naturellement, ça donne de la valeur à la devise, parce que le principe ici, c'est le principe de la raréfaction. Ce qui est rare est cher. Donc, si les dollars sont désirés pour effectuer des opérations en international et qu'en interne, il n'y a pas capacité d'éponger ces demandes, naturellement, il y a augmentation du taux d'échange. Donc, il faudrait maintenant prendre des mesures pour essayer d'équilibrer l'offre et la demande. Alors, le fait seulement que le gouvernement constate que la demande en devises est croissante, on prend maintenant les réserves d'échange. C'est ça l'essence des réserves d'échange. On prend les réserves d'échange, on injecte sur l'économie pour chercher le point d'équilibre entre l'offre et la demande. Si l'offre est égale à la demande, généralement le taux reste constant. Alors mais si la demande est bas et la demande est basse, ou l'offre est supérieure à la demande, c'est le franc congolais qui prend de la valeur. On joue sur ça. Ce qui veut dire, c'est ce qu'on doit faire à chaque fois. Voilà pourquoi vous trouvez, quand vous allez à l'hôpital, on vous donne de la quinine, on vous donne le paracétamol, on vous donne de la vitamine. La vitamine, justement, pour faire le dosage de la quinine qu'on vous donne, les antibiotiques. Mais à chaque fois que vous prenez, on vous donne de l'aspirine. L'aspirine, là, c'est quoi? C'est justement pour garder la stabilité. Mais le produit qui va donner la guérison, ce n'est pas l'aspirine, mais c'est plutôt la quinine. Voilà pourquoi, dans les économies sérieuses, il y a ce qu'on appelle le politique stop and go. On cherche à stabiliser pour juguler les effets inflationnistes sur le marché. On pense aussi à des politiques structurelles, justement, de la relance pour élargir la taille de l'économie. Voilà. Ça, ce sont les ABC. C'est ce qui n'a pas été fait chez nous. Ça, ce sont les ABC. Et lorsqu'ils ont lancé leur truc là, leur objectif, c'était quoi? C'est de réduire la masse monétaire en francs congolais. C'est ça, en fait, ce qu'ils ont fait. Ils semblent oublier que cela a une incidence sur la demande globale. D'autant plus que les produits sont achetés en devises, mais sont vendus en francs congolais. Plus il y a la réfraction de francs congolais, plus il y a la faiblesse de la demande globale. C'est-à-dire que les importateurs... C'est important. Francs congolais, ils ont monnaie na biso pour na osala ba transaction na biso en interne. Et biloko to sombaka to salelaka mingi eza ya libanda. Na osaka moi démonstration. Gilet to katela kisoki. Yoti libanda, linette olati libanda, mafuta, parfum, savon, mingi pe utaka libanda. Rien de ce que nous consommons est produit localement. Non, mais to pose localement, mais production na biso local et c'est na biso mbonge belete. On n'a pas besoin de devises pour en avoir. Mais maintenant, ce que même au Toliaka, le roi Ndunda, est-ce que vous voyez que c'est semences au Talibanda? Les intrants agricoles au Talibanda, c'est-à-dire la demande, il y a des produits importés, ils ont ma casse. De toi, on a posé ça, bon, on a biso, oh, ils ont eu le coup là, carte, il y a des kimbangistes, carte des membres des kimbangistes. Ils ont kaka utile dans le centre kimbangiste. Ce que bimi, ils ont une valeur. Vous comprenez? Bon, on a biso pesant d'engagement. C'est-à-dire que Libanda, bon, on a biso dans une valeur T. Mais na kati na mboka na biso ndeza na valeur. Donc toi na posa à franc congolais, toi pe na posa à devise. Pour ba importateur ba somba biloko na monnaie eza convertible. Yango biso ça il a mingi dollar. Tant mbongo wana tozo luka yango eza poto somba.
Mais tu as un ndene, ceux qui te teki libanda. Bien. Donc il faut tous avoir un biloko à teka libanda pour que tu aies la possibilité de devise et de permettre de tout somba libanda. Voilà. Donc il faut jouer maintenant sur l'économie réelle, c'est-à-dire qu'on produit les biens et services essentiels autour de teka libanda. Ce qu'on a quatre yambo na biso, ba domaine oyo et produisaka mbongo ebele, oyo ko tsaka devise mingi dans le secteur minier, auto zara produit to teki. Or secteur minier est dominé na ba étranger. Eza capitaux ezaka biso te. Soki ba teki bakendaka na mbongo na bango libanda ezalaka libanda. L'état lobaki non, bozwaka ndamba mbongo wana, botiaka na compte pour que soutenir monnaie na biso et ainsi de suite. Ne ba sa réserve d'échange. Réserve d'échange ezali mbongo yo banque centrale a récupéré Kalibanda, a récupéré pendant que mbongo ezomona na ebele a bombi. Soki ekomira asali a injecté pour que faire fonctionner l'économie. Yango wana nde tozoluka. Yango tongi toloba boye. O wana ezali lokola bopesi mutu dipirone pour tension na fièvre ekita. Mais maintenant il faut attaquer la maladie. Tout à fait. Yango mo etango babeti masolo à cadre macroéconomique. Bat ba mona ngo lokola alchimie. Cadre macroéconomique d'après Nicolas Kaldor est en 4 dimensions. On va aborder ça dans une autre émission beaucoup plus élaborée. Nous sommes pressés par les temps. Et il y a eu la polémique, la sortie médiatique de Paul Kagame. J'aimerais que vous puissiez répondre à 1 minute très rapidement. Il parle de la réqualification de frontières héritées de la colonisation. Par qui? Par la République démocratique du Congo. Bon, et le débat va dans tous les sens. Chacun va de son grain de sel. Ma question, c'est de savoir est-ce que la cause principale de la guerre que nous mène ou nous livre le Rwanda, c'est dû à de gains économiques ou c'est tout le contraire? Parce que notamment sans la guerre, par le passé, le Rwanda a été premier exportateur du coltan, sans forcément qu'il nous fasse la guerre. Est-ce c'est la seule raison de la guerre ou à part cette sortie médiatique, nous pouvons déjà comprendre le mobile même de cette guerre qui ne fait que trop durer? Bon, je ne sais pas certifier si cette vidéo est authentique, mais ce qui est vrai, ça fait pratiquement 2 semaines, la dernière fois qu'il était en Russie. J'ai essayé d'enquêter là-dessus, j'ai vu, la dernière fois, ça fait 2 semaines qu'il était là. Mais pourquoi la vidéo a pris de l'ampleur seulement aujourd'hui? Je voudrais nous dire, nous commettons très souvent des erreurs, très souvent, parce que nous n'arrivons pas à comprendre l'intentionnalité de ceux qui nous font la guerre. La guerre a plusieurs variantes, il y a plusieurs raisons. Mais il y a une mutualisation d'intérêts. La principale serait laquelle? Non, mais la principale serait la naïveté de notre gouvernance, la faiblesse de notre État. Parce que les raisons qui sont avancées, s'ils avaient trouvé une organisation, ils n'avaient pas le faire. Déjà, nous devons savoir que l'État congolais n'a pas été là lorsqu'on l'a créé. Vous comprenez? L'État n'a pas été créé par nous. Nous avons bénéficié de la décolonisation. Si vous ne voyez pas ça à la télé, quand on insiste, on ne voulait pas que Félix Tshisekedi approche Kagame. Lorsqu'on vous disait attention avec vos accords, avec la signature de ces accords, parce que la vraie intention n'est pas celle-là, les gens ne nous avaient pas compris. Aujourd'hui, vous nous dites non, Kagame veut avoir une portion des terres. Vous ne nous apprenez rien. C'est vrai ou faux, la guerre que nous mène le Rwanda, c'est pour des visées expansionnistes ou non, mais pour vous ne pouvez pas des gains économiques simplement? Vous ne pouvez pas nous poser cette question parce que nous en avons débattu, ça fait plus de 6 ans jour pour jour. Nous ne disons que la même chose. Nous disons que la même chose. Pourquoi vous voulez en faire une actualité, une nouveauté? C'est ce que nous vous disons. Et si nous avons été mal compris, c'est justement parce que nous avons cette approche-là. Lorsqu'on crée l'État, je vais vous donner 3 États en fait. 3 exemples des États. Vous allez vous rendre compte de la nature particulière de l'État congolais. Le Libéria. Ce sont des anciens esclaves qui ont fui l'esclavagisme et qui ont trouvé une portion de terre, ils se sont installés, ils ont créé un État. C'est-à-dire c'est une volonté partagée d'un groupe de gens qui ont créé l'État. Le Libéria a été créé dans cette circonstance-là. Le Rwanda a été créé par l'Allemagne.
C'était effectivement un royaume qui ne s'étendait sur un grand espace, pas si grand que ça. L'Allemagne a récupéré le Rwanda, en a fait un État. Voyez-vous? Mais chez nous, ce n'est pas ça. Chez nous, le projet a été porté par une entreprise, l'entreprise du roi des Belges. Et cette entreprise a été créée en 1876. Ils ont eu à développer l'idée de créer un État. Dans cet État, il n'y avait pas de bornes. Ils ont commencé à réfléchir sur comment créer l'État. Parce que la zone ici, du bassin du Congo, surtout en ce qui nous concerne, n'était pas encore explorée par l'essentiel des gens. Voilà pourquoi on vous dit c'est tel Diego Cao qui aurait découvert l'embouchure du fleuve Congo. Parce qu'en international, personne ne connaissait l'existence de cet État. Il a fait la proposition en 1884 et ça a été validé en 1885. Nous avons été créés par la communauté internationale. Nous avons été créés. Le Rwanda a été créé par l'Allemagne. Mais la République démocratique du Congo a été créée par la communauté internationale. Alors, on ne peut pas nous rendre, nous, responsables de la... Alors, quelle est l'intention derrière ce propos, on ne peut plus clair, de Paul Kagame, qui réclame une partie du territoire mais congolais? Apparemment, les naïfs congolais qui sont au pouvoir et leurs alliés, c'est ça leur idée, en fait. Pourquoi avons-nous refusé que nous entrons dans EAC? Pourquoi vous battez-vous pour des portions de terre? On va devenir un seul État. Monsieur, vous n'avez rien compris. Et ce qui est aberrant, vous avez suivi Thomas Louaka. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Telle montagne, tel nom, c'est le nom des Rwandais, telle montagne. C'est-à-dire qu'on est en train de conditionner les Congolais à accepter ça. Et essayer de voir d'autres éléments, d'autres faits politiques en international. Les États-Unis ont attaqué, ont kidnappé ou sinon enlevé un président en fonction. Au même moment, la Chine se bat. Et on promet l'enfer au Cuba. La Chine se bat pour avoir un autre État ou annexer un autre État ou imposer son hégémonie dans un autre État. La Russie le fait. Donc c'est des bonnes guerres. Non, les États naissent, grandissent et disparaissent. Ce qui veut dire quoi? C'est à nous de nous préparer. Aujourd'hui, en international, on valide l'idée de couper une partie d'un autre État et d'annexer. C'est ce que nous avons combattu pendant tous ces temps. C'est ce que Papa Ngwanda nous a dit. C'est pour ça que nous nous battons. C'est ça, en fait, notre vision, que d'aucuns pensent que ça a commencé aujourd'hui. Nous ne voulons pas que le Rwanda puisse nous dire que la partie Est appartiendrait au Rwanda. Nous vous avons dit, ils veulent prendre, pas seulement le Rwanda, même l'Ouganda, ils veulent prendre à partir des Aru, vous prenez Aru, Faradje, toute cette partie-là jusqu'au niveau de Tanganyika. Ils veulent annexer ça, ils veulent en faire leur État. Et nous nous battons pour ça. Ce qui est grave, nous sommes combattus par nos propres frères qui nous empêchent de distiller, de dire à la population la vérité. Ceux qui nous combattent, c'est qui? Ce sont ceux qui sont au pouvoir. Ceux qui ont chanté Yonani, Oboya Kagame. Mais la vision de Kagame est connue. Nous avons eu des débats, il y a des livres qui ont été écrits, il y a autant d'auteurs qui ont démontré les visées de Kagame. Kagame les disait. Quelle solution pour mettre fin à ces visées? Il faut faire partie de Félix Tshisekedi. Avoir un président sérieux, discipliné, quelqu'un qui maîtrise les enjeux, quelqu'un qui est capable de fédérer les énergies pour que nous soyons en mesure de faire échec à cette vision indécrottable. Si vous ne voulez pas aller dans ce sens-là, on est foutu, on est perdu. Allez, merci beaucoup. Il faut rappeler que les États naissent, grandissent et disparaissent. Et nous prions que ces sorts douloureux n'arrivent pas à la République démocratique du Congo, que nous voulons prospère et grande. Mais avec quel chef? De l'Afrique, avec par des politiques publiques efficientes et efficaces, on peut toujours arriver à faire quelque chose, un bon développement. Pourquoi pas, dans tous les secteurs de la vie nationale. Et on va finir par cette vidéo qui relance les débats. En une minute rapidement, la présence de Kabila encore une fois de plus à Goma. Ça vous choque? Ou c'est de bon augure? Mais apparemment, les gens ne veulent pas connaître la vérité. Savez-vous au moins qu'il y a nos compatriotes de Goma qui sont ici à Kinshasa? Les gens qui ont quitté Goma qui sont ici.
Kabila, c'est un animal politique. S'il va à Goma, sauf peut-être si vous considérez Goma comme un autre État, il peut aller à Goma. Moi, je n'irai pas, mais lui, il peut aller. Ça ne renforce pas la thèse selon laquelle il serait le maître à penser. Mais il est déjà condamné. De la FCM 23. Non, mais on ne peut pas les juger pour le même fait 2 fois. Il est déjà condamné. Hein? Et vous pensez qu'un jour, Félix Tshisekedi n'ira pas à Goma? Pourquoi se rendre dans le cette problème zone? n'est pas d'aller là-bas. Le problème, c'est politiquement et moralement, c'est correct. C'est le Congo. Apparemment, vous voulez défendre ou sinon, ceux qui disent ça veulent défendre la thèse selon laquelle le Goma est au Rwanda. Pas du tout. Alors, qui travaille pour la consolidation de l'intégrité? Nous savons tous que cette région est occupée. Non, mais la région est occupée, mais il faut travailler pour que ça devienne, ça rentre dans l'ordre politique de la Constitution. Comment lui arrive à trouver l'assentiment de... Ça, ce n'est pas mon problème. Moi, je ne suis pas le juge de la conscience de M. Kabila. Moi, je dis, ça, ce sont de faux débats. Le vrai débat doit plutôt résider dans le pourquoi. S'il va là-bas pour aller négocier avec AFCM 23 afin de le convaincre de dialoguer, ça, c'est autre chose. Il peut aussi avoir reçu une mission de l'Angola. Tout est possible. Ah, mais alors, c'est possible. Non, voilà, vous avez accès là-bas, allez le convaincre de venir dialoguer. Il peut le faire. Cherchons d'abord à savoir pourquoi. Parce que si vous dites, il est à Goma, oui, c'est normal, c'est au Goma. Il n'en est pas sa première visite. Ah, mais voilà. Déjà en mai 2025, il s'y était rendu et il était sous le feu de la rampe. Ça suscitait un fou débat ici. Non, mais surtout les gens peu intelligents, ils ont toujours réflexe d'aller dans ce sens-là. Kabila a fait une proposition là avec le 12 axes. Apparemment, Kabila est favorable au dialogue. Kabila peut voir M23, Kabila peut voir Moïse Katumbi, Kabila peut voir Denis Sesanga, ils échangent. L'essentiel, c'est il a les entrées partout. Il peut avoir accès partout, sauf peut-être chez nous, mais au moins il a la possibilité d'entrer partout. Félix Tshisekedi peut aussi faire la même chose. Il a reçu Fayoulou, il a reçu les autres partis. Si tout le monde faisait ça, in fine, vous aurez un dialogue. Parce que Félix Tshisekedi ne va pas convaincre Nanga à venir dialoguer. Kabila peut le faire. Mais on dit que Nanga, c'est un patin. Il n'est pas content. Il est téléguidé par Kigali. Mais Félix Tshisekedi aussi. Quand Kabila se rend dans cette zone-là, est-ce que ce n'est pas accorder ça, ce n'est pas mon débat. Une cause? Ça, ce n'est pas... Bon, donner du feu vert à une ça, cause. Ce n'est pas mon débat. Qui n'est pas manipulé ici? Qui n'est pas orienté ici? Le gouvernement de Kinshasa a toujours tenu la dragée haute à Kigali. Qui a demandé à Félix Tshisekedi de nous faire entrer dans IAC? Qui a parrainé notre entrée dans IAC? Qui a poussé Félix Tshisekedi à céder les actifs miniers de Sakima? Non, mais tous sont manipulés. Sommes-nous les petits-enfants pour qu'on nous pousse à adhérer? Non, vous êtes des adultes aux esprits d'enfants. Non, mais vous êtes des adultes aux esprits d'enfants. Et Mukola Zoba pas Rosa. Pour vous, il n'y a pas de mal à voir Kabila. Non, moi je ne peux pas faire un procès. Je ne peux pas faire un procès d'intention. Je dois d'abord savoir il est là-bas pourquoi. Et en ce moment-là, on va en débattre. Être à Goma, pour moi, ce n'est pas un problème. Mais si vous allez pour comploter contre la République, là, ça devient un problème. Pourquoi on va le juger le fait de l'avoir vu à Goma? Non, il est allé faire quoi? Parce que s'il est mandaté par le facilitateur ou tout ça, ça peut aussi être une bonne chose pour ceux qui prennent pour le dialogue. S'il est mandaté, c'est-à-dire qu'à ce jour, Joseph Kabila serait incontournable. Dans la moi, je ne pense pas qu'il y ait dans ces pays des hommes providentiels, des hommes... non, je pense que chacun de nous peut jouer sa partition. Vous savez, moi, j'ai la facilité d'aller vers Fayoulou. Peut-être vous n'en avez pas. Félix Tshisekedi a la facilité d'aller vers Kagame, c'est son frère. Il peut aller négocier, convaincre Kagame. Peut-être qu'une autre personne, vous, par exemple, vous êtes en mesure d'aller convaincre Kabila. C'est ça. Si vous voulez le dialogue, il faudrait que chacun arrive à convaincre celui qui lui prête oreille. Mais si vous dites non, il ne peut pas aller là-bas. Mais s'il ne peut pas aller, vous voulez dialoguer avec qui? Parce que vous voulez dialoguer. Vous voulez dialoguer maintenant avec qui?
avec ceux qui ne sont pas de votre obédience. Parce que Félix, c'est que s'il a besoin seulement d'avoir un dialogue, il peut aller dialoguer avec Mbata. Hein? Il a besoin de dialoguer avec ceux qui sont en conflit avec lui. Naturellement, ils doivent aussi avoir leur philosophie. Je vais vous poser ma question à laquelle vous n'avez pas répondu, si c'est politiquement ou moralement correct. Allez, non, mais politiquement, moralement correct. Vous ne savez même pas pourquoi il est là-bas. Quand on voit ce qui s'est passé à Goma, qu'est-ce qui se passe à Goma? On est tranquille avec soi. Qu'est-ce qui se passe à Goma? Les massacres. Mais s'il y a des massacres à Goma, pourquoi voulez-vous maintenant dialoguer avec eux? Oh, cher ami. Apparemment, vous parlez de l'église là. Vous voulez aller dialoguer avec Nanga, mais vous refusez qu'une autre personne dialogue avec lui. Ça n'a pas de sens. Dites-nous, il est allé faire quoi? Apparemment, les services ne travaillent pas bien. Vous savez seulement arrêter les politiciens ici. Dites-nous avec précision, Kabila est allé là-bas pour donner le financement ou un appui financier ou logistique pour qu'on attaque. En ces moments-là, on débat sur le pourquoi. On ne va pas débattre sur la présence. On va me juger parce que je suis venu chez vous. Ou on va me juger par rapport à ce que j'ai dit. Allez, merci beaucoup Alain Bolodjoa. Votre dernier mot. Merci de votre temps, merci d'avoir accepté notre invitation. En tout cas, je réitère ma prière, je continue à prier. Monsieur Félix Tshisekedi, aidez-nous à libérer le pays, démissionnez. Ça va nous aider. On aura un président sérieux, discipliné, qui pourra éventuellement nous aider à résoudre ces problèmes-là. Parce que ça prend beaucoup de temps. Merci beaucoup Alain Bolodjoa. Beaucoup de lucidité, encore beaucoup de lucidité, de clairvoyance, pour réussir à bien nous dépêtrer de cette situation que nous vivons depuis un certain moment. Oui, il faut par des initiatives courageuses, comme c'est le cas quand on voit le président, par exemple, aller à Luanda, tenter de relancer la machine qui était bloquée depuis un moment. On espère bien qu'il y aura de quoi se mettre sous la dent au bout de quelques mois, que les dépassements de soi règnent et soient au rendez-vous, et que les fils et filles du pays arrivent à colmater les brèches et à mettre fin à ces situations chaotiques qui est cyclique, mais jamais éternelle. Merci. Je vous retrouve très, très prochainement avec la même dose de plaisir. Et prenez rendez-vous avec nous dès demain pour d'autres contenus et castings sur votre chaîne. Tout à l'heure, mesdames. Tout à l'heure, messieurs.